Donc, pour moi, je vais commencer par me présenter. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas encore, qui ne savent pas ce que je fais. Donc, moi, je suis Christelle Guneng et je suis une analyste en actuariat de profession. Mais il faut savoir que mon cœur, ça donne vraiment à l'immobilier. Donc, je suis une investisseuse dans l'immobilier, dans la grande région de Montréal. Euh, et dans ce sens-là, j'accompagne aussi ceux qui souhaitent investir, ceux qui souhaitent acquérir un bien locatif rentable à pouvoir procéder à leurs acquisitions. Donc, je forme des personnes pour qu'ils soient bien outillés pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier locatif parce que c'est vraiment un domaine où ça demande un peu plus de connaissances que la base. C'est pas simplement de savoir comment on achète une maison. Acheter un immeuble locatif, c'est différent de s'acheter sa maison pour y vivre. Donc, c'est important de se former, d'avoir le maximum de connaissances. Et outre l'immobilier, qu'est-ce que je fais d'autre? J'investis. Et aussi, j'accompagne ceux qui souhaitent développer leur intelligence financière, ceux qui ont un peu de mal avec leur relation avec l'argent, ceux qui ont un peu de mal à gérer leurs finances, à, à joindre les deux bouts, à pouvoir arriver dans le positif à la fin du mois. J'accompagne toutes ces personnes-là à mieux gérer leurs finances, avoir une saine gestion de leurs finances personnelles. Donc, voilà ce que je fais. Et dans ce cadre-là, comme vous le savez, en immobilier, l'immobilier, c'est un domaine qui demande beaucoup de fonds. Ça demande des gros sous. Et souvent, on n'a pas assez d'argent pour simplement aller acheter un bien comme ça, cash comptant. Et même si on avait de l'argent, est-ce qu'on le ferait? C'est pas toujours. C'est pas nécessairement une bonne idée. Donc, parfois, il faut utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, si vous vous demandez ce que c'est le fait de pouvoir utiliser quelque chose qui ne vous appartient pas ou alors quelque chose de petit pour aller chercher autre chose de plus grand. Donc, exemple, vous voulez acheter votre maison, vous utilisez une partie de votre argent comme mise de fonds, mais vous allez surtout chercher l'effet de levier que va vous ramener le prêt bancaire pour pouvoir acheter votre maison. Donc, vous avez mis juste un tout petit peu de mise de fonds, mais vous êtes allé acquérir un bien qui vaut beaucoup plus que la mise de fonds que vous avez mis. Donc, rapidement, comme ça, c'est l'effet de levier. Donc, pour revenir à ce que je disais, en immobilier, on utilise beaucoup l'effet de levier, surtout ici en Amérique du Nord ou en Occident en général, où on a quand même relativement facilement accès au financement bancaire. Donc, c'est ça. Allô à ceux qui se rejoignent à nous. Donc, juste laissez un commentaire, dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez. Ça me fait toujours beaucoup plus plaisir de vous découvrir, de savoir qui est en train de regarder que de parler tout simplement. C'est pas agréable juste parler à une caméra comme ça sans avoir de retour. Donc, laissez des commentaires et partagez aussi, partagez le live, partagez à ceux qui peuvent nous rejoindre maintenant. Je sais que ici au Canada, il est 17 heures, c'est souvent l'heure de sortie du bureau ou de la garderie ou peu importe. Donc, ça peut tomber dans une heure un peu occupée, mais si vous me regardez en replay, laissez aussi replay quand vous allez me regarder et laissez des commentaires. Donc, allô Emouna, allô Nathalie, allô Fabou. Donc, allô Lucy Pretty Shop. Ça, c'est cute, ça, comme nom. Lucy Pretty Shop. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de financement. Comment est-ce que vous pouvez trouver le financement? Comment vous pouvez trouver le financement? On a l'habitude de dire le financement ou l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoique je n'aime pas trop cette expression. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça a une connotation un peu négative. C'est comme vous partez en guerre avec l'argent. Non, le financement, c'est quelque chose de stratégique. Donc, il faut trouver du financement. C'est important pour pouvoir se développer. Euh, donc, je vais vous parler de trois façons de trouver le financement que j'ai déjà eu à utiliser moi-même. Allô, Gaël, allô. Euh, Trois façons. Et je vais vraiment y aller graduellement, étape par étape.
La première que j'ai utilisée, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. Et j'espère que ça va vous permettre de comprendre aussi comment est-ce que c'est possible pour vous. Et peut-être que vous n'avez pas nécessairement les mêmes facilités aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible. Donc, sans plus tarder, la première façon, et c'était vraiment ma première façon à moi, par laquelle j'ai eu à financer certains projets que j'ai développés, c'était en commençant petit, en commençant par vendre des petites choses. Ça n'a l'air de rien, mais l'enrichissement, c'est vraiment un processus. C'est, c'est, c'est un long chemin qu'il faut parcourir. Il faut prendre le temps de parcourir. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on remplit le compte bancaire, qu'on a beaucoup d'argent et tout. Ça prend du temps. Allô, Muriel? Donc, j'ai commencé avec un peu en vendant des choses. En vendant quoi? En vendant des choses que j'avais déjà à la maison. Donc, c'était même pas des choses que j'avais fabriquées. Hmm. C'était pas du tout, parce qu'à un moment donné, oui, je me suis lancée aussi dans la couture. Je vous fais découvrir un de mes passe-temps que j'aime bien. J'aime bien créer, j'aime bien coudre. J'ai même pris des cours de couture. Donc, au début, j'ai commencé par vendre des choses qui se trouvaient chez moi et que je n'utilisais pas. Et certaines choses aussi que je n'avais jamais utilisées. Donc, des petits accessoires, des petits gadgets comme ça que j'ai mis sur Kijiji. Kijiji, c'est un site de vente ici au Canada. C'est l'équivalent de, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres en Europe. eBay. Est-ce que eBay, on peut vendre des trucs usagés? Je ne sais pas. Mais en vendant sur Kijiji, un site d'annonce comme ça, j'ai commencé par vendre ça et bien sûr, je me suis fait du bénéfice parce qu'on ne vend pas à perte, même si ce ne sont pas des choses que j'avais nécessairement, euh, comment dire ça, ce sont des choses dont je n'avais plus besoin, mais j'ai quand même revendu à un prix qui me permettait de dégager du bénéfice. Et c'est comme ça que j'ai pris ça pour financer d'autres activités, dont la couture que j'ai fait par la suite. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens se demandent souvent, comment est-ce que je commence? Et parfois, quand on commence, on a tendance à aller chercher rapidement du financement à gauche, à droite. On monte, on descend, mais parfois, le financement, là, se trouve à côté de nous. Donc, regardez un sac de valeur que vous avez, vous êtes prêt à sacrifier pour pouvoir atteindre vos rêves, pour pouvoir vous lancer dans l'activité que vous voulez vous lancer. Et ben, vous vendez ce sac-là. Ça sera votre sacrifice. Donc, moi, j'avais commencé par ça. Et avec cet argent, parce qu'il faut bien comprendre que lorsque vous voulez aussi vous lancer dans les activités, c'est important de bien, bien dissocier l'argent des activités que vous faites de l'argent, de votre argent personnel. Quand on commence, parfois, on n'y croit pas vraiment. Donc, on achète un peu des trucs avec notre propre argent et après, on fait certaines dépenses relatives à ces choses-là avec notre propre argent. Et après, on mélange un peu nos comptes avec les comptes de l'activité professionnelle qu'on fait. C'est pas une bonne habitude à avoir. Quand vous commencez à vendre, que ce soit à travers une entreprise ou même que vous vendiez par vous-même, que vous fassiez votre activité par vous-même, ça peut être vendre un produit ou un service. C'est très important dès le départ de séparer vos différents comptes. Ne mélangez pas les comptes de votre entreprise avec vos comptes personnels. Ça fera peut-être l'objet une autre vidéo. Donc, quand vous commencez petit. Moi, par exemple, j'ai pris cet argent-là que j'avais déjà eu comme bénéfice en vendant ce qui était dans ma maison. J'ai pris ça et je suis allée acheter du stock pour pouvoir faire de la couture. À ce moment, j'avais un peu plus de temps que maintenant, je pouvais me permettre ça. Et avec l'argent que j'avais de la couture, j'ai vendu plusieurs choses. Je faisais des t-shirts personnalisés, je faisais des nœuds papillons, j'aimais ça et les clients aimaient aussi beaucoup ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la couture et j'ai vendu des choses qui m'ont permis quand même d'accumuler un autre petit stock, une autre petite somme, une somme non négligeable quand même. Et dans ce business-là, c'est comme ça que je tourne depuis avec le même petit argent, si on peut dire ça, le même petit argent avec lequel j'ai commencé il y a déjà, ça fait combien? Ça fait 5 ans? Oui,
5 ans que j'ai commencé à vendre ça. Ça fait peut-être 4 ans que j'ai commencé à faire un peu de couture. Peut-être plus que 4 ans. Et c'est toujours ce même stock. Aujourd'hui, je ne fais plus vraiment de couture parce que je n'ai plus de temps, mais je continue de faire du commerce. Et c'est avec ce même fond-là que je continue. C'est ça qui s'est multiplié. Je n'ai pas eu depuis à injecter mon propre argent. Je vous ai donné cet exemple-là parce que, bon, c'est une activité qui ne nécessite pas non plus trop d'argent. Donc, on est capable de commencer vraiment comme ça, sur nos fonds propres. Donc, allô à ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de partager le live. Hein. N'oubliez pas. Ça, c'était pour une des activités que je fais, la première activité. La deuxième activité, comment est-ce que j'ai fait pour aller chercher du financement? Comme vous le savez, j'investis dans l'immobilier et l'immobilier, là, ça demande du gros argent, du gros avec G-R-O-S, gros, gros, gros. Et parfois, c'est vraiment difficile d'acheter un bâtiment cash. C'est difficile. On vous dit que quelque chose coûte 500 000, c'est pour le commun des mortels, dont moi, je n'ai pas 500 000 nécessairement dans mon compte bancaire. Donc, ça demande du financement. Et où aller chercher ce financement? Ici, on a l'avantage d'avoir des institutions financières qui peuvent nous suivre dans ce genre d'investissement-là. Donc, les banques, notamment, ou les caisses populaires. Donc, la deuxième façon dont je me suis financée la deuxième façon dont j'ai financé mes activités comme ça, c'était en allant chercher un prêt bancaire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de comment aller chercher un prêt bancaire en immobilier, mais je veux quand même attirer votre attention sur qu'est-ce que les banques vont regarder quand ils vont vouloir vous octroyer un prêt. Il faut comprendre que la banque, c'est une institution financière. On a dit financière. Donc, eux, là, ils ne sont pas là pour faire du bénévolat. Ce n'est pas un organisme à but non lucratif. Donc, la banque va investir dans un projet ou dans quelque chose qui va lui rapporter ultimement quelque chose en intérêt ou quelque chose qui va lui rapporter un bénéfice en intérêt, peu importe. Et un prêt immobilier, ici, au Canada en particulier, les prêts tournent en ce moment autour du 2%, 3%. Un prêt immobilier, bien qu'il ait un bas taux d'intérêt, 2%, 3%, c'est pas si énorme que ça, versus du 8%, comme j'ai entendu parfois en Afrique, ou du 10%. Même si le taux d'intérêt est bas, le montant sur lequel est calculé ce taux d'intérêt est très élevé. Et en général, pour les premières années, lorsque vous remboursez votre prêt immobilier ou votre prêt hypothécaire, vous aurez souvent à payer autant d'intérêts que de capital. Et parfois, même pour de très gros prêts, vous allez même payer plus d'intérêts à la banque que de capital. Donc, vous comprenez donc que la banque, là, elle sait ce qu'elle fait quand elle vous prête à un taux peut-être aussi bas que 2%. Elle sait qu'à la fin de la journée, elle aura son retour sur investissement. Elle aura de l'argent elle aura de l'argent sur votre tête. Donc, qu'est-ce que la banque va aller chercher? La banque va aller chercher, quand vous allez lui présenter votre projet, hein, elle va regarder, premièrement, si ce projet est rentable pour elle. Ça va de soi. Est-ce qu'elle va pouvoir se faire de l'argent avec ça? Et comment, dans le cadre de l'immobilier, elle se fait de l'argent par des intérêts? Elle veut s'assurer que vous allez pouvoir rembourser votre prêt. Elle ne veut pas avoir à saisir votre bien. C'est pas ça son but. Elle veut que vous soyez capable de rembourser votre prêt. Donc, elle va regarder si vous êtes capable de rembourser votre prêt. Donc, dans le cadre de l'immobilier, une fois de plus, elle va regarder vos ratios d'endettement. Si on sort un peu du cadre de l'immobilier, parce que je sais que ce n'est pas nécessairement tous ceux qui sont ici qui investissent activement dans l'immobilier, mais si on sort du cadre de l'immobilier et que vous amenez un projet à la banque, ça serait un projet de quoi? Un projet, un exemple, je ne sais pas, vous qui êtes ici. Ok, Lucy Pretty Shop, ça ressemble à un shop. Je pense que ça doit être un shop de vêtements, accessoires, quelque chose comme ça, probablement. Un truc de beauté en tout cas. Donc, si vous allez demander un truc à la banque un prêt à la banque pour pouvoir investir dans une entreprise de prêt-à-porter, la banque va regarder est-ce que votre entreprise lui sera rentable. Et donc, l'activité en soi
faut lui prouver que l'activité est rentable. Et généralement, pour lui prouver que l'activité est rentable, il faudra lui montrer déjà une preuve que vous avez déjà exercé cette activité et que cette activité est rentable. Hein? Beaucoup de gens pensent que peut-être aller demander un prêt bancaire, c'est simplement lui amener un business plan. Mais de plus en plus, les banques vont regarder l'expérience même de l'investisseur, le porteur de projet, qu'est-ce qu'il a déjà fait. Est-ce que la personne a déjà, même de façon informelle un peu, euh, vendu des vêtements? Est-ce que c'était rentable? Est-ce que c'est une activité qui a été intéressante? Si vous le faisiez de façon informelle, si vous le faisiez de façon formelle, elle va bien sûr analyser vos états financiers, regarder si l'entreprise était rentable, si vous dégagez du bénéfice, ou alors si vous avez été juste, si vous avez juste essuyé des pertes depuis le début de votre activité. Et c'est la raison pour laquelle c'est important aussi de faire les choses de façon formelle dès le départ. Parce que pour une entreprise, euh, pour un investisseur, quand vous allez partir demander des fonds à la banque, vous serez beaucoup plus crédible si vous avez déjà une entreprise et si cette entreprise a aussi eu beaucoup de succès dans le passé. Même si l'entreprise a juste 1 an ou 2 ans de vie, au moins, vous allez montrer à la banque que voilà, l'entreprise, elle dégage un peu de bénéfices. Et donc, sur cette base, ben, je sais un peu ce que je fais. Et donc, la banque, tu peux me faire confiance. Bon, elle va regarder ça, qui est le porteur de projet, c'est quoi l'expérience de l'entreprise. Donc, je le répète encore, si vous êtes déjà en activité et que vous êtes peut-être encore dans l'informel, il vaut mieux peut-être se formaliser le plus tôt possible. Et qu'est-ce que la banque va regarder d'autre? Moi, par exemple, quand je vais demander un prêt immobilier, la banque va regarder le montage de votre dossier. Ça, c'est très important, excusez-moi. C'est très, très important parce que quand on parle de montage du dossier, là, je vais parler un peu de la partie théorique, donc votre business plan. En immobilier, vous allez devoir lui monter un dossier qui explique déjà toutes les informations de base dont elle a besoin, on s'entend. Vos informations d'identification, mettons votre bilan personnel, vos actifs, vos passifs. Elle va demander vos relevés bancaires. Elle va faire des enquêtes de crédit pour savoir si vous avez de bonnes habitudes financières. Elle va faire beaucoup de choses. Et ça, c'est en immobilier. Mais si on transpose ça maintenant en dehors de l'immobilier, si vous allez lui demander un prêt bancaire, là, elle va vous demander, bien sûr, sur quoi est-ce qu'elle va se baser pour vous offrir un prêt, pour vous octroyer le prêt. Et ça sera souvent sur le business plan. Le business plan a une bonne et une mauvaise presse. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, par exemple, le business plan, ça sert à rien, c'est juste trop théorique. Il vaut mieux aller tout de suite dans la pratique. Mais le business plan, ça va vous permettre de montrer à votre prêteur, notamment la banque ici, que vous avez fait un minimum vos devoirs. Un minimum vos devoirs. Moi, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, voilà, le projet, c'est ça, c'est à tel endroit, bon, ça va dégager tel montant et tout. Je vais dire, oui, c'est bien, mais il me manque encore beaucoup trop d'infos, mais beaucoup trop pour pouvoir même juste évaluer le projet. Il faut que la personne me présente de façon claire, de façon bien structurée qui elle est. C'est quoi son expérience? C'est quoi l'étude de marché qu'elle a fait? L'étude de rentabilité qu'elle a fait? C'est quoi, même, c'est quoi la concurrence, hein? Est-ce qu'elle a étudié le marché vraiment? C'est quoi ses modes de financement? C'est quoi son plan de sortie? Euh, c'est quoi les, c'est quoi les menaces qu'il y a sur le marché? Donc, tout ça, oui, ce sont des choses théoriques, mais ce sont des choses importantes à incorporer quand vous allez à, à incorporer dans votre présentation du projet, quand vous allez présenter votre projet à une banque. Et ça sera la même chose lorsque vous allez même chercher des investisseurs privés en dehors des banques. Donc, rapidement, comme ça, je pourrais peut-être vous en parler peut-être lors d'un prochain live, hein, quoi mettre dans votre business plan, comment est-ce que vous pouvez monter votre business plan pour aller chercher le maximum de financement. Mais bon,
On va passer à la troisième chose que moi, personnellement, j'ai fait pour aller chercher du financement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser là dans le live. Laissez des questions, des commentaires et partagez. Et laissez des pouces. Euh, et la troisième chose que j'ai fait pour aller, pour pouvoir développer certains projets, notamment en immobilier encore, hein, surtout, c'est d'aller chercher des partenaires. Des partenaires. Ça, c'est un puissant levier de financement. Je n'ai pas dit investisseur. Les investisseurs, on pourra encore revenir là-dessus. Un investisseur, par exemple, la banque, c'est un investisseur. C'est un investisseur institutionnel. Euh, Votre oncle à qui vous allez dire, ben, prête-moi de l'argent pour investir dans mon projet, je vais te donner 20% d'intérêt en répartie. C'est beaucoup, hein? 20% d'intérêt en répartie. En contrepartie, c'est un investisseur. Aller prendre quelqu'un juste pour qu'il amène un apport financier, c'est de l'investissement. Là, je parle du partenariat. Le partenariat, c'est un puissant levier d'investissement et c'est même un puissant levier, pas seulement d'investissement, mais de croissance dans votre entreprise. Euh, Parce que quand vous allez chercher des partenaires, vous allez pouvoir non seulement chercher, si vous avez besoin de financement, de partenaires financiers. Donc, vous avez trouvé un immeuble rentable, très intéressant, mais vous n'avez pas assez d'argent pour déposer une mise de fonds. Vous connaissez une personne qui s'intéresse à l'immobilier depuis un certain bout de temps, mais la personne, elle n'a juste pas le temps. Elle ne veut pas savoir comment, ben, elle ne veut pas se former nécessairement à investir et elle n'a pas le temps. Mais elle veut quand même être près du projet. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui va déposer son argent là. Non, vous aurez des comptes à lui rendre. Elle veut même participer à certaines tâches dans le projet, pas nécessairement de façon active, mais elle veut participer à certaines tâches comme, je sais pas, elle peut faire de l'administration, quelque chose à distance en virtuel parce qu'elle ne veut pas se déplacer sur les chantiers. Elle ne veut peut-être pas elle n'a pas le temps pour aller gérer des locataires, mais elle va faire tout ce qui est en backstage, en arrière. Donc ça peut être un exemple de partenaire que vous allez chercher. Et donc, vous voyez que la personne va ramener un peu de son temps et beaucoup de son argent dans le projet. Et vous, ça va vous permettre d'aller acheter l'immeuble que vous vouliez acheter avec cette personne-là comme partenaire. Et donc, vous voyez que vous êtes capable d'aller beaucoup plus rapidement que si vous restiez tout seul dans votre coin à miser sur vos 1000 $ ou sur vos 10 000 $ pour investir et qui n'est peut-être pas suffisant versus aller chercher le double, le triple, le quadruple de cette mise de fonds-là et pouvoir avancer projet après projet. Donc, ça, ce sont les trois modes de financement que moi-même j'ai eu à utiliser et qui sont vraiment puissants. Encore faut-il bien le faire. Lorsque j'ai parlé de partenariat, là encore, je pourrais développer ça pendant des heures, mais le partenariat, c'est quelque chose, il faut bien s'outiller, pour lequel il faut bien s'outiller avant de se lancer là-dedans. On ne va pas chercher n'importe quel partenaire. Il faut savoir déjà comment trouver son partenaire. Et ensuite, il faut mettre les balises. Il faut mettre les balises. Quand je dis balises, je parle de se constituer en société avec son partenaire euh, avant d'entrer dans le truc, monter une convention d'actionnaire et avancer. Avancer, mais de façon claire, avec des écrits faits par un avocat, avocat en affaires ou un avocat spécialisé dans, je sais pas, l'immobilier ou les technologies, peu importe le domaine dans lequel vous allez évoluer avec ce partenaire-là. Donc, c'est ça. Si vous cherchez du financement et que vous vous creusez la tête à savoir où est-ce que je vais aller chercher l'argent, où est-ce que je vais aller chercher l'argent, commencez petit, comme j'ai dit au début, la première méthode, c'est un peu plus long, on s'entend. Ça, c'est quand vous avez vraiment le luxe de pouvoir vous offrir du temps pour mettre en place des choses petit à petit et tout, mais qui va lentement va sûrement parfois. Donc, ce n'est pas non plus une mauvaise idée de commencer petit. Vous allez chercher
un petit financement, en vendant quelques petites babioles que vous avez chez vous, en utilisant cet argent pour financer une activité un peu plus rentable. Et avec cette activité un peu plus rentable, vous allez grossir et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de monter une entreprise seulement avec le petit peu là que vous aviez laissé au départ. La deuxième chose, c'est d'aller faire des investisseurs institutionnels, des banques ou des investisseurs privés. Euh, et le troisième point, c'est d'aller vous chercher des partenaires qui vont non seulement qui vont non seulement vous aider en termes d'apport financier, mais qui seront également activement engagés dans votre projet et qui vont venir avec leur force aussi, hein, pouvoir peut-être compléter vos lacunes, parce qu'on n'est pas fort dans tout, c'est impossible. Et le partenaire va pouvoir vous aider, mais alors beaucoup vous aider, va pouvoir vous porter dans vos champs où vous êtes un peu plus faible et vice-versa, bien entendu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Vous n'avez pas laissé de commentaires. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, allez-y, faites vite parce que je dois filer. Comme je vous ai dit, ici, c'est l'heure où les gens sortent du travail, les enfants sortent de la garderie et tout. Euh, et vous savez que je suis maman de 4 enfants. Quatre. Quatre. Donc, je dois filer. Et voilà. Donc, si vous avez aimé, juste partager à quelqu'un qui, euh, qui peut-être doute un peu de la force du financement à travers chacune de ces méthodes-là. Et si vous avez un champ d'intérêt en particulier, laissez-moi en commentaire la méthode que vous aimeriez peut-être qu'on voit beaucoup plus en détail. Parce que là, j'ai survolé. Mais on peut aller vraiment creuser en détail dans le groupe financement après financement. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les laisser. Et voilà, j'espère que... Ok, super. Passez une super bonne fin de journée et à la prochaine.